Voilà, on est très heureux pour elle, Christelle Donné, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et un très beau podium avec une course qui a été particulièrement compétitive, on l'a vu juste avant l'effort des garçons qui ont un petit avantage, hein. Ils sont plus câlinés que les filles, hein, ma foi. Et ils sont très nombreux aussi sur ce départ Pareil. du cross long. Benoît Z, retour à ses amours, ses premiers amours. Benoît Zwierczewski, pour ceux qui ne le connaissent pas, et plus communément appelé Benoît Z, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile, hein, comme vous l'avez compris. Je vous laisse le soin de donner son nom. Et puis avec son dossard 96 tout de suite à droite, vous l'avez vu avec son tatouage, le très grand Bo Abdallah Tari, dit Bob, lui aussi pour les mêmes raisons et puis affectueusement surtout, avec son mètre 92 et quelques, qui lui aussi nous est revenu médaillé des championnats d'Europe de Turin. Et ça nous a fait très plaisir, un garçon qui a un énorme palmarès, qui est vraiment un des piliers de l'équipe de France été comme hiver et qui tient lui aussi énormément à ce titre de champion de France de cross, sinon il ne serait pas là, hein, tout simplement, parce que 15 jours après les Europes, effectivement, après avoir bien rempli sa carte de la saison hivernale, il n'était pas obligé de participer à cette compétition. Complètement, et d'autant que autant Johan Koval était dans une logique qui était assez similaire entre la piste l'hiver et puis le cross court, autant là, passer du 1500 3000 au cross long 12 km, c'est pas du tout la même chose. Donc là ça va être la grosse inconnue. Est-ce qu'il va être en mesure de tenir les 12 km? Dans cette course se trouve également un garçon qui tient absolument à remporter la course. Tout simplement parce qu'il y a un enjeu dans cette course, il y a un enjeu particulier qui est de dépasser un certain Noël Tijoux, qui est le recordman de France des victoires sur le cross, je crois 7 il me semble, à son actif. Ou 6, oui, je ne sais plus exactement, oui, mais en tout cas... Driss Elimer est cet athlète qui court après ce record de victoire depuis un moment et qui est lui aussi un des athlètes de l'équipe de France extrêmement attachant, qui a maintenant 35 ans, donc il est encore jeune, il est dans cette pleine force de l'âge qui permet de faire un très bon crossman. Il a un très beau palmarès et quelques particularités justement sur ces championnats de France de cross qu'il a remporté de nombreuses fois, Patrice. De nombreuses fois, et hormis les 2 premières années où il a enchaîné 2 titres de champion de France de suite, il a une particularité, c'est qu'il est champion de France toutes les années impaires, depuis 99. Donc, si ça continue dans la logique, étant donné qu'on est en 2009, il devrait être champion de France. Donc il a été 7 fois, donc ce qui veut dire que Noël Tijoux a dû être 8 fois champion de France. Voilà. Puisque Driss, s'il remportait cette édition, serait donc champion de France, je vais recalculer quand même, 99, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 et 98, donc non voilà, ça serait 7 fois, ça serait la 7e fois. Là il n'a pas encore gagné. S'il l'emportait, voilà. Donc il faut qu'il égale Noël Tijoux, qui était un garçon qui a sévi positivement bien sûr dans les années 60 à 70 et qui a marqué l'équipe de France de cross de ces 7 titres. Alors là on voit que 12 km c'est un temps d'effort qui est quand même beaucoup plus long. Là ils vont courir 35 minutes environ, peut-être même un peu plus d'ailleurs. C'est une course d'attente, il faut savoir être patient, il faut avoir de l'expérience, il ne faut pas brûler ses cartouches trop tôt. Là on voit des petits jeunes devant, Denis Maillot qui est un excellent spécialiste du cross, qui a brillé dans la catégorie espoir aux Europes de cross. J'espère qu'il n'est pas parti trop vite. Plusieurs athlètes également étrangers, des Africains qui sont en préparation des championnats du monde ici, avec notamment Abel Demi, le Kenyan, ou Nathan Chebet, l'Ougandais, ou également Ruben Indongo, le Namibien, qui sont dans les rangs, qui sont sur les rangs. Puis toujours beaucoup de candidats marocains également, de coureurs marocains, qui viennent se préparer aussi en France, tout comme d'ailleurs les crossmen français vont souvent se préparer du côté du Maroc et changent de bons procédés pour de bons résultats. Bon là, ceci dit, ce sont des athlètes étrangers, mais tous licenciés dans un club français. Hein. C'est donc le championnat de France. Ce sont des athlètes qui ont du goût, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et souvent, là, les athlètes qu'on voit en tête, là, c'est les athlètes de la Légion étrangère. Voilà, dont on parlait tout à l'heure, qui a fourni largement les rangs de l'équipe de France. Et dont il porte d'ailleurs le maillot, là, hein, frappé de la Légion. On le voit là. David Ramar, un excellent spécialiste du marathon qui revient à son meilleur niveau après 2 années un petit peu blanches. C'est parti. Et alors contrairement aux filles, ce ne sont pas forcément les favoris qu'on voit ici
sur ces tout premiers tours là. Ouais. Regardez l'image, on ne voit pas Driss Elimer par exemple, ou oui. Bob Tari. Ça veut dire que pour l'instant, pourtant il laisse Bob faire... est facilement, ça y est, je le vois. Voilà. J'allais dire, il est facilement reconnaissable parce qu'il est très grand. Il est dans le peloton derrière sur votre milieu gauche à peu près. Voilà. Et Driss Elimer à droite. Voilà. Je pense qu'il se regarde un petit peu de loin. Je ne vois pas Benoît Z, je ne vois pas le crâne rasé de Benoît Z, mais il ne doit pas être non plus très loin. Il faut dire que le peloton est encore... Il est derrière là-bas. Et voilà, d'accord. Donc première partie également de peloton. Donc ils sont tous là. Hein. Autant dire que pour l'instant, on aurait tendance à dire qu'il laisse jouer les jeunes. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est une course de longue haleine, hein, 12 km, 35 minutes d'effort. Il faut laisser, faut pas puiser dans ses réserves trop tôt. Donc il faut savoir se ménager. Maintenant, à un moment donné, il faut montrer aussi. Hein. Ça lui a pas plu qu'on dise qu'il était pas devant. Hein. Voilà, maintenant ça y est, la course est lancée. Driss prend les rênes. Driss Elimer qui est passé très très vite. Alors ce qu'on appelle toujours une course à la Cayenne, c'est-à-dire j'accélère, je ralentis, je jauge un peu, je regarde, je prends la course à mon compte. En tout cas, visiblement, ça n'allait pas assez vite pour lui. Donc Driss Elimer qui a vraiment envie de ce 7e titre, qui prend les commandes ici. Accompagné d'Ahmed Ezoberi, aussi un spécialiste du marathon, mais du cross en même temps. Voilà. Mais on n'est qu'à la première partie de la course. Là, il y a encore pas mal de choses qui peuvent arriver. Driss Elimer qui affiche 35 ans. Tout à fait. 35 ans et pourtant un nombre de titres de champion de France. Quand on pense que c'est une année sur deux en plus, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui fait du cross-country un passage obligé dans sa préparation depuis de nombreuses années. Voilà. Bon là, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils doivent passer à gauche, à droite. On prend le chemin le plus court. Ils sont pas un peu plus bourrins que les filles, les garçons, là, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup, peu importe qu'il y ait de la boue, qu'il faille contourner ou qu'il faille pas contourner, on est plus dans l'observation de candidat à candidat. On surveille le copain, on regarde où est-ce qu'il se place et on le lâche pas. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Là, Driss a décidé de prendre la course à son compte. Il a un peu accéléré le rythme, donc ça va avoir pour effet immédiat d'allonger le peloton et puis de voir apparaître tous les favoris au premier rang. Driss Elimer, plusieurs fois médaillé avec l'équipe de France de cross au championnat européen. Même individuellement d'ailleurs. Oui, 2 fois si je... Oui. Je ne retrouve pas mes notes, mais on va dire qu'on me fait confiance. Ce qui est aussi surprenant quand on regarde cette course, c'est que nos coureurs à nous ont une maturité d'âge assez importante. Et puis quand on regarde les athlètes étrangers, notamment les Africains, ils sont très jeunes. Ils commencent extrêmement jeunes. Voilà. Ce qui est d'autant plus frappant du côté de l'Éthiopie où à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a des garçons qui sont déjà champions du monde, vice-champions du monde. Et où 10 ans après, ils sont toujours là. Ces deux choses sont très très étonnantes. On commence jeune et malgré tout, on a des carrières de plus de 10 ans. Donc ce ne sont pas des feux de paille, ce ne sont pas des garçons qu'on grille très très jeunes, qui ont des cœurs extrêmement développés très jeunes. Non, c'est une particularité peut-être de ces athlètes africains qui ont la course à pied comme mode de vie et comme mode de déplacement tout simplement depuis très très jeunes, qui vont à l'école en courant, qui vivent et qui respirent course à pied quelque part. Ça c'est clair. Ils ont une culture athlétique incomparable. Sans compter effectivement aussi la situation où ils habitent, certains sur des hauts plateaux, comme au Maroc d'ailleurs, où on a des spots, comme on dit, on parle des spots pour la planche à voile ou pour le surf. Ben, dans le cross, c'est pareil. Hein. Il y a certains spots très particuliers du côté du Kenya ou du côté du Maroc également pour préparer le cross-country et le demi-fond en général. Oui, nous, on a en France Font-Romeu. C'est notre spot à nous. Voilà, notre spot à nous qui est une référence internationale aussi. Plein d'athlètes étrangers sont venus s'y préparer de nombreuses fois. Tout à fait. Pendant très longtemps, alors c'est vrai qu'après on a envie d'exotisme, maintenant on préfère aller en Afrique du Sud, on préfère aller chercher le soleil, mais c'est vrai que pendant très très longtemps, Font-Romeu a fait partie des places fortes de préparation du cross mondial et du demi-fond mondial en général. Ah, voilà, ça y est, la Bob a décidé de venir se replacer en tête. D'ailleurs, Driss regardait derrière, je pense qu'il voulait savoir où était Bob Tari. Où était Bob.
Benoît Z également derrière. Voilà, Benoît Z. Ah, maintenant, vous voyez, la course s'est accélérée. Puis là, chacun se regarde un petit peu. C'est en train de ralentir un petit peu. Bon, allez. Là, on est beaucoup dans l'observation. On n'a vraiment pas du tout la même façon de courir chez les garçons que chez les filles. Là, on a l'impression de se retrouver sur la piste l'été, où effectivement, on calque réellement sa course sur celle du voisin. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde les courses féminines et les courses masculines, on peut se dire que les garçons courent différemment des filles ou les filles courent différemment des garçons, mais ça se ressent aussi un petit peu sur la piste l'été où les courses féminines n'ont pas tout à fait le même profil que celles des garçons. C'est certainement une question de mentalité, je ne sais pas. Voilà, par contre, là, il y a un petit groupe, même si les deux premiers sont des étrangers, il y a un petit groupe qui se détache là, avec Ezoberri, Elimer et Tari, qui commence à devenir intéressant. Les garçons cherchent à succéder à Mokhtar Benari qui n'est pas présent là. Si, il est présent, il était derrière, je l'ai vu. Si, il est présent, il est là pour défendre. Il descend justement de Font-Romeu. Non, pas de Font-Romeu, d'Ifrane au Maroc, où il est allé se le fameux préparer. spot marocain dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Qui était le spot de préparation rendu célèbre par Hicham El Guerrouj, tout simplement, le roi du demi-fond mondial. Voilà, là maintenant on est dans la partie de la course qui se court un petit peu au train et où la fatigue va s'installer progressivement et où les jambes vont devenir un petit peu plus dures. Et les écarts sont quand même encore pas très conséquents. Alors en tête de ce peloton, on a Nathan Chebet, l'Ougandais. Voilà, les deux athlètes de la Légion étrangère. Voilà, et Abel Demi, le Kenyan, qui se connaissent bien et qui aussi, alors, eux se suivent tout simplement. Là, c'est solidarité de légionnaires, on va dire. Même s'ils se font sûrement pas de cadeaux sur l'arrivée. Certainement pas, ils s'entraînent tous les jours ensemble, donc ils doivent se connaître parfaitement. Avec des visages qui sont marqués, mais sans plus. On sent bien que tous ces garçons en ont encore beaucoup sous la semelle et il serait bien compliqué de dire à ce moment de la course qui va l'emporter. On a l'impression que ça va très très vite quand on est comme ça aux côtés de la moto. Mais c'est pas qu'une impression, ça va très très vite. Ça va très très vite. J'en doute pas. Ah, c'est plus vite qu'un footing. C'est assez impressionnant quand on les voit s'entraîner. Alors que comparativement, quand on se fixe simplement sur Bob Tari, avec sa très grande taille, on a l'impression qu'il est beaucoup plus tranquille que les autres, qu'il va plus lentement que les autres parce qu'il foule évidemment plus long. Mais non, je vous assure, il va aussi vite et c'est pratiquement aussi fatigant pour lui que pour les autres, même si c'est vrai qu'il semble beaucoup plus taillé pour l'économie. Vraiment, c'est un garçon qui est impressionnant, un gabarit qui est un petit peu atypique et qui arrive à s'économiser parfaitement, à retenir aussi un peu son pied parce qu'il a beaucoup de pieds, ce garçon. Ce qu'on appelle le pied, c'est la façon de rebondir sur le sol, d'utiliser un peu ses appuis, qu'il ne faut pas trop utiliser peut-être en cross parce que c'est plus fatigant. Ah, tout à fait. Étant donné que le sol répond moins, il est moins dur. Si vous avez une pose de pied très active, vraiment en plante, c'est sûr que sur chaque appui, vous dépensez beaucoup d'énergie, alors qu'il faut essayer à la limite plutôt d'en économiser. Donc il y a vraiment une foulée de crossman, ça c'est clair. Et ce qui m'impressionne beaucoup chez Bob Tari, justement, c'est un garçon qui arrive à adapter très bien sa foulée en fonction de ce qu'il fait. C'est-à-dire s'il fait de la piste en salle ou s'il fait du steeple l'été ou s'il fait du cross, et bien ma foi, il arrive à adapter sa foulée. Oui, mais il a reçu une culture du cross. C'était un très très bon crossman en cadet junior et il est passé par le cross dans sa formation. Je pense que c'est incontournable à un moment donné dans sa carrière d'être passé par le cross. La belle image de ces athlètes au coude à coude, Driss Elimer et Bo Abdallah Tari, les deux Français qui cherchent à en découdre pour le titre national, qui sont à la poursuite d'Ahmed Ezoberri. Oui, qui a l'air de vouloir relancer la course. Là, il a dû sentir que ça avait ralenti et là, il en remet un petit peu. Alors que les 4 autres poursuivants, donc Driss Elimer, Bo Abdallah Tari et nos 2 légionnaires, sont ensemble tout simplement et sont en train de faire cette chasse, mais vraiment comme un peloton de vélo, c'est-à-dire qu'on est en train de se regarder, il y en a un qui prend le devant, puis ensuite c'est l'autre et on se relaie. C'est réellement une course-poursuite, on est en suceur de roue là, ou suceur de mollet plus exactement. C'est exactement l'image que je voulais reprendre. On a l'impression d'être au vélo, de savoir qui c'est qui va faire l'effort de revenir. Et là on a vu que c'était Driss. Beaucoup plus flagrant que chez les filles, effectivement. On a une course... oui, on n'est pas dans le Tour de France, mais presque. On voit les accélérations, on voit les échappées, on voit les poursuites de ceux qui vont rattraper ces échappées. Et
pratiquement en regardant ces images-là, on sait qu'il va être rattrapé, hein, Oui, là. ce dossard 222 d'Ahmed Ezoberi. Mais on s'aperçoit quand même que Driss, même s'il n'est pas en tête pour l'instant, ça reste quand même le patron, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a pris l'initiative de revenir sur Ahmed. Oui. Et les écarts sont pas si... Bon, même si la caméra a tendance à écraser un petit peu les distances, les écarts sont quand même pas très importants. Donc ça prouve que c'est une course qui est vraiment très dense cette année. Voilà, Ezoberi qui est rattrapé dans cette montée, mais on est encore, il y a encore du chemin à faire, hein, ça n'est pas terminé. Et puis, comme le disait Patrice, les autres, le second peloton n'est pas si loin que ça non plus. Un second peloton dans lequel on a Benoît Z d'ailleurs. Mokhtar Benari juste derrière, Hassan Lassini, un ancien champion de France, spécialiste du marathon. Mais il y a beaucoup de spécialistes du marathon d'ailleurs dans cette épreuve. Rachid Chekemani qui lui est un spécialiste de la piste du 3000 et du 1500. Des garçons vraiment de qualité. Et c'est vrai que là on retrouve par contre toute la famille du demi-fond du 1500 au marathon dans cette course de cross-long des messieurs. Hein. C'est aussi pour ça que le titre de champion de France de cross est si convoité. C'est la seule épreuve où on réunit toute la famille du demi-fond sur une même course. Magnifiques images de Bob Tari avec la forêt derrière. Ah, par contre, la Bob, on arrive, on arrive dans la partie de course qui devient un petit peu difficile. On a dû passer la mi-course, je pense, et là, ça commence à devenir compliqué. D'autant que Driss Selimer a dû augmenter le rythme. Bob Tari, dont on rappelle qu'il est vice-champion d'Europe en salle du 3000 mètres. C'est quand même un pari très difficile que de passer d'une semaine à l'autre du rythme de la piste, même si c'est un 3000 mètres, mais bon, il avait fait aussi quelques 1500 mètres dans sa préparation, et puis de revenir à des rythmes un petit peu plus longs et des efforts beaucoup plus longs en durée. 12 km, c'est vraiment long. Hein. C'est vraiment impressionnant parce qu'on rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur Orange Sport, et vous aviez tort au moment des championnats de France d'athlétisme, que la salle, donc ça n'a rien à voir avec ce magnifique hippodrome qui fait plusieurs kilomètres. C'est une petite boucle de 200 mètres et effectivement, même un coureur de demi-fond va devoir s'astreindre à cette boucle de 200 mètres pendant le nombre de tours nécessaires pour courir son 1500 mètres ou son 3000 mètres. Et c'est ce qu'a fait Bob Tari. Donc ce sont deux exercices, mais alors diamétralement opposés, et dans la gestion, et dans la tactique, et dans la façon de poser les pieds, et dans la façon de se battre. Et ce garçon, il a un petit peu tous les talents. Moi, je suis très admirative de Bob Tari depuis les débuts de sa carrière, puisqu'il a maintenant une dizaine d'années d'équipe de France derrière lui, et qui arrive comme ça, été comme hiver, à amasser dans son palmarès des résultats qui sont vraiment impressionnants. Tout à fait. Il faut rappeler qu'au début de l'hiver, il était le meilleur français au championnat d'Europe de cross, malgré une blessure à Bruxelles. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une grosse saison aussi pour Bob Tari. On l'a dit, les garçons du demi-fond, que ce soit Johan Koval qu'on a vu tout à l'heure sur le cross-court, ou Bob Tari qui essaye ici de maintenir le rythme, parce que là maintenant il est plutôt sur une 3e place, mais malgré tout il est encore sur le podium, alors que le trou est fait provisoirement, en tout cas par Ahmed Ezoberi avec son dossard 222. Et bien effectivement, Bob qui nous fait une très belle saison hivernale. Et on a une belle course, on a une course entre guillemets à la kenyenne, puisque chacun à son tour, il se relaie pour relancer le rythme. Ça revient, on tamponne un petit peu, on revient progressivement, là, comme le fait actuellement Driss Selimer. C'est pas un grand spécialiste, ça sera pas un grand spécialiste du style, parce que quand on voit comment il franchit la haie, il aurait quelques difficultés sur la piste. Voilà, il est revenu. Il est revenu tranquillement. Il est revenu, et Ezoberi cède la place. Voilà. C'est vraiment effectivement une course de relais. Et on sent Driss en patron là-dessus, même si lui aussi sur son faciès, il est toujours très compliqué de savoir s'il est complètement cuit ou s'il en a encore sous la semelle. Il a l'air toujours contrarié presque, très concentré sur ce qu'il fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est concentré sur une chose, c'est ce fameux maillot très éloigné de Noël Tijoux qu'il essaye de rejoindre. On vous l'a dit tout à l'heure, le recordman des titres sur le cross long. Puis je pense qu'il veut effacer un petit peu son échec de l'année dernière à Laval, où il avait dû abandonner alors qu'il était hyper favori. Et je pense qu'il veut montrer qu'il est à nouveau le patron, qu'il est pas à nouveau, qu'il est toujours le patron du cross français. Il fait un capitaine de choix. C'est pas la première fois. Là, on est vraiment dans la deuxième partie de la course où c'est le mental qui fait un petit peu la différence.
parce qu'on commence à avoir les jambes lourdes, les appuis sont plus difficiles. On entend la la Marseillaise va aider un petit peu. Voilà. Je ne savais pas qu'on jouait la Marseillaise au championnat de France. Par tradition, on joue pour les titres de champion de France du cross long. On joue la Marseillaise, donc là ça veut dire que c'est Christelle Donnet qui est sur le podium. D'accord, et uniquement pour le cross long? Oui. C'est drôle, c'est une tradition que je ne connaissais pas. Ouais. Le championnat de France de cross-country avant s'appelait le national. Et bon, pour les anciens, ça reste le national. D'ailleurs, Aix-les-Bains est un lieu de culture du cross parce que on a connu dans les années 80 Harpin, qui a quand même fait un podium Paul Harpin, ma génération, voilà, mais qui a quand même fait un podium au championnat du monde de cross à Varsovie en 85 ou 86 ou 87 peut-être, même 87 je crois, et bon, qui est un Aixois, hein, donc quelqu'un du cru. Robert Boget qui est beaucoup plus ancien, là, les plus jeunes ne doivent pas connaître, mais qui est présent sur le terrain dans l'organisation, qui était un grand crossman qui est né en 1935, donc qui est un petit peu plus ancien. Et puis maintenant il y a Bactache qui et puis il y a eu aussi Pierre Liardet, voilà. Il y a eu aussi Céline Rageot qui elle est encore sur les pistes et qui est du coin. Et puis il y a eu 4 éditions très importantes ici, 3 championnats de France et un championnat du monde, notamment l'année 90. En 90, un championnat de France dans les mêmes conditions atmosphériques, comme quoi les choses se reproduisent dans le temps. Et puis cette année-là, il faut rester avec Aix-les-Bains. Ou comme quoi il faut rester avec Aix-les-Bains. 90, une très très grande édition des championnats du monde de cross avec un public extraordinaire. Et là, on voit aussi que le public, effectivement, était vraiment présent. Et puis, c'était une très belle après-midi. Hein. On est à peu de temps du printemps. Quitte à sortir, autant venir voir un beau spectacle. Tout à fait. C'est la fête de l'athlétisme, enfin du demi-fond en particulier, mais de l'athlétisme, parce que c'est une des rares épreuves qui réunit toutes les catégories à la fois. Je veux dire, l'été ou l'hiver, on a un championnat de France par catégorie. Quand on est à Liévin pour le championnat de France élite, ça concerne que les seniors. Là, on a en même temps qui se côtoient les cadets, les juniors, les espoirs, les seniors, les vétérans, la course en entreprise. Il y a vraiment tout réuni le même jour. Donc c'est une grande fête. Et puis c'est une discipline à laquelle on peut se mesurer. C'est un peu comme le 100 mètres. Tout le monde a couru un 100 mètres une fois dans sa vie. Et bien quand on vient voir un championnat de France de cross, il est quand même assez fréquent qu'une fois que les compétitions soient terminées, les joggers essayent de faire le même parcours pour voir combien ils font. Enfin, on aime bien se jauger, on aime bien savoir, voilà, moi j'ai fait tant ou j'ai réussi ce parcours en temps. On entend souvent les discussions comme ça, effectivement, les gens qui aiment courir le dimanche, qui essayent de voir combien ils font sur 10 km et qui sont impressionnés par ces champions, ces crossmen. Et en plus, il faut dire que cette année, ils sont gâtés parce qu'effectivement, le haut de l'affiche française est là. Voilà. On l'a dit dans cette épreuve, on a des internationaux du 800 au marathon. Et ce sont des garçons qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont fait les championnats du monde et qui sont là, qui sont bien présents. On voit Bob Tari actuellement en 4e position qui souffre un peu alors que Driss Elimer est parti à déposer ses 2 concurrents. Ouais. Maintenant, je pense que c'est comme Christelle Donnet tout à l'heure. J'imagine pas à ce moment de la course Driss faire une erreur de rythme, être parti trop fort. Donc je pense qu'il ira jusqu'au bout maintenant. Et maintenant, il faut rester fort dans la tête pour les poursuivants parce que le but du jeu, c'est de monter sur ce podium et puis de faire le meilleur temps possible. On a vu Ahmed Ezoberi qui, depuis le début de la course, vraiment fait un très très beau boulot, hein, le sociétaire d'Alès, et qui résiste face aux sociétaires de la Légion. On l'a dit tout à l'heure. Il n'en reste plus qu'un sur les 2 maintenant. Et il s'agit de... Je l'ai perdu. D'Abel, hein, Abel Demi. L'Ougandais. Non, le Kenyan, pardon. Qui a déposé son ami Nathan Chebet, l'Ougandais. Et puis maintenant, voilà, il faut tenir. Alors que pour Driss Elimer, eh bien, ce 7e titre est déjà en train de résonner à ses oreilles. Et par contre, il est toujours aussi concentré. Hein. Il n'est pas question de lâcher. De temps en temps, on se retourne, on regarde quand même où est la concurrence parce qu'on ne sait jamais. Il faut savoir si on a fait un écart ou pas, si derrière on fait vraiment la différence. Et puis après, mentalement, c'est sûr que c'est plus facile. Là maintenant, c'est une course au train où on maintient le rythme alors que la fatigue s'installe progressivement, les jambes sont lourdes. Et alors Driss n'a pas cette légèreté de course, on n'a pas la sensation quand il court lui qu'il est à l'économie. On a toujours la sensation qu'il y a un peu trop de pieds, que les foulées sont un peu trop larges, que ça monte un peu trop derrière, enfin qu'il fait beaucoup d'efforts finalement. Oui, mais Driss à la base c'est un excellent crossman, mais c'est aussi un très bon pistard. C'est un bon coureur de 5000, 10 000, voire de 1500. Il a un record sur 1500 qui est très, très intéressant. Donc c'est vraiment le type même du coureur complet, capable de briller sur plein de registres à la fois.
Donc il y a une capacité à... Et puis bon, il a aussi des références en marathon qui sont très élevées. Donc vraiment un panel d'épreuves, c'est le coureur de demi-fond. Alors une question bête, Patrice, en course sur piste, on a une cloche pour indiquer que c'est le dernier tour. Est-ce que là, on a un signal qui vous dit c'est le dernier kilomètre, par exemple? En général, il y a une cloche, oui, qui indique le dernier tour. Oui, parce que bon, à un moment, quand la fatigue s'installe, on a vu des fois des gens des athlètes qui ne savaient plus où ils en étaient, s'ils étaient dans le dernier tour. Ouais. Et on l'a vu d'ailleurs dans un championnat du monde où c'était le championnat du monde au Kenya, où Bekele s'est trompé et a perdu la course à cause de ça, quoi. Et s'est arrêté trop tôt. Oui, enfin il a sprinté trop tôt. Ah oui, oui, effectivement, une fois que le sprint est fait, c'est très compliqué pour refaire un tour derrière. Et quand il s'est rendu compte qu'il restait un tour à faire, bon, forcément, mentalement, ça a été très difficile. Ouais, effectivement, c'est sûr. Surtout que s'il était au sprint, c'est qu'il y avait du monde derrière. Donc là, après, c'est très très compliqué. Hein. Et il n'y avait plus de monde derrière puisque les autres devaient savoir qu'il restait un tour et ont dû se demander pourquoi ils partaient aussi vite. Et comme quoi, on peut, même en étant un grand coureur, à un moment donné, on peut perdre de sa lucidité en course. Andries qui a l'air de souffrir. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à le regarder parce qu'on a vraiment la sensation d'une grande souffrance. Il a un vrai masque, hein, comme on dit, sur le visage. Bon, certains coureurs sont comme ça, des fois même dès le début de la course. Hein. Mais je pense quand même qu'il souffre. Là, on est dans un temps de soutien là, qui commence à être long. Je pense que le parcours est bien mâché. Là, hein. On l'a vu de près. On voit qu'il y a du monde qui est passé depuis le début de la journée. Et c'est vrai que ça peut casser un peu plus les pattes. Hein. Tout à fait. Et puis là, il y a eu le soleil qui a joué. Le sol s'est ramolli. Donc les appuis sont encore un peu plus mous. C'est un petit peu plus compliqué encore. Ah, un athlète qui a abandonné. Sur la gauche, ou des athlètes qui se font doubler. Non, il y en avait un qui il avait les chaussures à la main. Donc, je pense qu'il avait abandonné. Ou alors il prenait un peu le soleil, mais c'est quand même pas la plage. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, les athlètes qui se font doubler ont l'habitude, donc ils s'écartent tout simplement pour laisser la place au premier. Andries qui, je pense, est parti pour son dernier tour. On a beaucoup parlé, mais en fait, on n'a pas compté les tours. Mais je pense que là... Ah non, j'ai pas compté les tours parce que j'ai du mal à voir où est-ce que ça débute. Là, il passe devant la ligne d'arrivée pour entamer la boucle supplémentaire. Là, ils sont devant les tribunes. Voilà. Ah, on jette un œil pour voir. Mais je pense que dans la tête, on sait qu'on va aller chercher le titre, même s'il reste 2,5 km pour finir la grande boucle. Ah oui, ils sont quand même des gros. Vous voyez, il y a le panneautier là qui est en train d'indiquer. Alors je ne sais pas s'il a indiqué dernier tour ou avant-dernier tour, j'ai pas vu. Ouais. Mais il faut reconnaître que cette année, les conditions atmosphériques sont quand même exceptionnelles. C'est quasi un temps de printemps. Bon, on est tard dans la saison. Hein. Habituellement, le championnat de France de cross-country a souvent lieu le premier week-end de mars. Là, il a eu lieu un petit peu plus tard dans la saison, donc c'est vrai que c'est une période où on a plus de chances d'avoir du soleil. Mais on a connu des conditions de cross extrêmement difficiles dans les années 90 à Castres notamment, où il avait plu toute la journée. On a rencontré dans le cross-country qui est en extérieur des conditions extrêmes. Oui. On a vu certains championnats du monde quelquefois aussi qui étaient dans des conditions de vent et de pluie qui peuvent tout changer. Quand on a des gabarits, on parlait des Éthiopiens tout à l'heure, mais qui sont des gabarits de 50 kg pour 1m60 ou 1m65, donc des tout petits gabarits. Effectivement, quand les conditions sont mauvaises là, et que vous avez 2 kilos de boue à chaque pied, ça change pas mal de choses. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les Européens et les Français en particulier brillent au niveau international, en particulier quand les parcours sont très difficiles. À chaque fois que les parcours ont été un petit peu boueux, où les allures étaient moins fortes, on a retrouvé des Français devant. Et en Belgique, il y a quelques années où ils avaient été vice-champions du monde par équipe, notamment avec Dries Elimer, les conditions étaient extrêmement difficiles parce que dans la reconnaissance du parcours, on avait de la boue quasiment jusqu'aux genoux. Écoutez, on a la solution, hein. On va organiser les championnats du monde de cross dans quelques années et puis on les fera au mois de décembre. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir de bons résultats. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans l'adversité, les garçons sont assez forts. Et puis cette équipe de France de cross qui n'est pas forcément toujours médiatisée et qui pourtant, bon an, mal an, nous fait ses résultats. Ça se passe plutôt bien sur le cross. Est-ce que vous, justement, en tant que référent du demi-fond et spécialisé du cross, vous êtes satisfait de vos équipes et surtout des jeunes qui montent, ou est-ce que pas mal peut mieux faire, quoi? Quel est le bulletin trimestriel ou annuel? Alors le bulletin, c'est...
on a eu une culture collective du cross et puis les championnats sont décalés un petit peu dans le temps et maintenant beaucoup s'engagent vers le... la plupart de nos leaders ont quand même un certain âge et s'engagent plus vers le marathon. Donc on a de moins en moins d'athlètes qui ont envie de participer au championnat du monde de cross. Donc c'est un peu plus compliqué pour composer des équipes au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, on constate en particulier chez les garçons que derrière, là, c'est l'annonce d'un kilomètre. Non, c'est le kilomètre. Il y a un chronométrage et comme ça, ils annoncent l'allure au kilomètre à certains. Alors là, ils sont peut-être au 10e kilomètre ou je ne sais plus. Et donc, on a des jeunes qui sont en train d'arriver là et qui, on l'espère, pas tout de suite parce qu'on a vu que c'est une épreuve de maturité, mais dans quelques années, pourraient remplacer des coureurs comme Driss Elimer. Est-ce que le cross justement ne pâtit pas du fait que le marathon est une épreuve qui est devenue très professionnelle, qui permet de gagner sa vie plus facilement que sur le cross? Est-ce qu'on n'a pas des athlètes qui sont tentés de partir assez vite justement vers la route et de devenir des pistards quelque part pour gagner leur vie tout simplement? Oui, forcément, ça c'est un élément incontournable qu'il faut prendre en compte. Sur une période de la saison, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, c'est une période où il n'y a que du cross et là, tous les meilleurs y participent parce que effectivement, ils peuvent aussi gagner leur vie, mais parce que dans le cadre de leur préparation, c'est un bon passage aussi. On a des crosses de référence en France, de référence internationale, où il y a souvent des beaux plateaux, où Driss Elimer participe chaque année. Le cross du Mans, par exemple, mi-janvier, Driss, le cross de l'Acier au mois de novembre. On a des organisations. Il y en a moins qu'avant, mais il y a encore des grosses organisations de cross en France qui sont assez intéressantes et qui attirent beaucoup de monde. Alors là, on voit que Driss a encore poussé un peu l'allure. Oui. Ça sent l'écurie, comme on dit. Et puis il l'aura bien mérité, l'écurie, parce qu'il mène quand même depuis la bonne seconde moitié de la course, un petit peu plus que la seconde moitié. Mais il a lâché ses concurrents maintenant depuis un moment. Il est seul et c'est pas forcément toujours facile. En cross, c'est souvent ça. On a vu qu'il y avait une période d'incertitude où on ne sait pas qui va prendre les rênes. Et puis une deuxième partie où, en règle générale, les classements sont bien établis. Et après, ça peut évoluer, mais sur un nombre de places limité. Pour des gens qui se sont trompés de rythme, soit sont partis, finissent très fort, soit sont partis trop vite et ont quelques difficultés sur la fin. Mais en règle générale, devant, les places sont établies maintenant. L'Alésien Ezoberi, toujours en seconde position avec son dossard 222, qui courageusement essaye de garder Driss Elimer en point de mire, puisqu'il sait que logiquement il ne le rattrapera pas. Mais il y a cette belle deuxième place qu'il peut s'offrir, ce garçon de 31 ans. Oui, je pense effectivement on doit regarder devant en disant j'essaye de perdre le moins possible parce que en perdant le moins possible on assure aussi son classement parce que là je pense que oui effectivement ils savent, voilà c'est l'arrivée, c'était bien le dernier tour tout à l'heure et Driss là est dans la dernière ligne droite là dans les 100 derniers mètres. Mais par rapport à Elimer qui était champion de France, on le répète, en 2007, qui était champion de France en 98, 99, 2001, 2003, 2005, 2007 et qui en termine ici avec son 7e titre national. Ah, pareil que Christelle, il est content. Ah oui, il peut être content, Driss. Il ne fait pas le signe, il n'arrive pas à compter. Si, voilà, il les a les 7. Mais oui, bien sûr, au début, il avait que la main droite, mais on a bien les 7 titres pour Driss Elimer qui doit être très, très, très heureux de rejoindre donc Noël Tijoux alors qu'en termine. Belle course de Ahmed Ezoberi. Et puis Bob Tari finalement finit pas si loin que ça. Et crevé, parce que là, il n'est plus question de sprint pour le grand garçon de Metz Métropole. Boabdallah Tari, 3 trentenaires qui en terminent, puis alors vraiment dans la souffrance. On sent qu'il ne s'est pas du tout économisé. Lalali qui a fini quatrième. Lalali, pardon. Mokhtar Benharit, champion de France de l'année dernière. Hassan Hirt, souvent en équipe de41 Hamid Belhadj. Oh, et lui, il n'est pas jeune. Il a plus de 40 ans, je pense. Hamid Belhadj, oui, tout à fait, qui a 41 ans. Endurance 72 également. Donc voilà, Endurance 72, comme tout à l'heure d'ailleurs, les vétérans, c'est Endurance 72. Je fais quelque chose de super cet hiver, je fais 3 médailles, dont une au championnat d'Europe. Je prouve ma polyvalence, je peux être bon sur 1500 comme en cross. Voilà, aujourd'hui il m'a manqué un petit quelque chose pour accrocher le meilleur. Voilà, aujourd'hui c'était le plus fort, il a mérité sa victoire, mais moi je note que
dans n'importe quel championnat, n'importe quelle course, j'ai mon mot à dire, quoi. Bon, maintenant, quelle va être la suite de la saison? Je vais me reposer un petit peu et puis je vais rattaquer la saison estivale avec plein d'objectifs, plein la tête. Et voilà, il y a les championnats du monde cet été, à Berlin. Voilà, j'ai l'objectif de faire une médaille. Maintenant, je m'en cache plus. Et je suis vraiment satisfait, quoi. Ouais, Bob Del La Tari qui était donc le 3e. On va écouter Driss Elimer, le vainqueur de cette dans ma course. tête, j'ai 20 ans. Le corps répond présent. À l'entraînement, j'ai vraiment des facilités pour faire des grosses séances. Donc quand le corps me dira stop, j'arrêterai. Comment avez-vous vécu cette course aujourd'hui avec un départ un peu au sprint comment ça s'est passé aujourd'hui? Ouais, je m'attendais un petit peu. J'ai tâtonné un petit peu le terrain hier. Je savais que les gars de la Légion, ils vont partir vite. C'est leur habitude. Mais bon, c'était dans ma faveur. Je cherchais quelqu'un qui partira vite aujourd'hui. Je l'ai trouvé, je suivis, je savais que j'étais prêt à... J'étais bien préparé pour suivre et pour tenir le rythme. Donc, ce qui s'est passé en fait. Bon, aujourd'hui, il y avait comme un plateau assez relevé. Vous avez encore le premier. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Driss Elimer et les autres? Ouais, vous savez, c'est ma méthode de travail. La rigueur, le sérieux. Vous savez, pour construire une maison, il faut avoir des bonnes fondations. Mais je pense que Driss Elimer, ça fait 15 ans qu'il est là, même 20 ans. Je pense qu'il y a des bonnes fondations. Aujourd'hui, quelle va être la suite de votre saison? Savoureux. La suite, c'est le marathon de Paris dans 3 semaines. Et les championnats du monde à Berlin, si tout se passe bien. Voilà le savoureux vainqueur donc de ce cross-long, Driss Elimer, son 7e titre national pour le sociétaire de la SPTT Strasbourg. J'en terminerai, Patrice, avant de vous remercier, par le classement de ce cross-long homme par équipe avec Alès Seven Athlétisme qui l'emporte devant le Havre AC et l'athlétisme Metz Métropole. Voilà, une très très belle édition de ces championnats.